Donc, la fabrique du savoir se construit au travers d'un mode de raisonnement, ce qu'on a vu dans la première partie, et au travers du choix d'un schème de raisonnement. Les modes de raisonnement ne sont pas mélangeables. Vous ne pouvez pas me faire de la dialogique et de l'orthogonalité. Par contre, les schèmes sont associables. Mais il y a un schème principal et un schème secondaire. Mais vous avez des schèmes qui sont incompatibles. Ça veut dire que, par exemple, je peux avoir au premier degré un schème actantiel et au deuxième degré un schème herméneutique. Mais je ne peux pas avoir de schème actantiel et de schème causal. Par contre, je peux avoir un schème fonctionnel et un schème causal. Ou je peux avoir un schème causal au premier degré et un schème fonctionnel au deuxième degré. Par contre, je ne peux pas avoir de schème causal avec un schème dialectique. Je peux mélanger le fonctionnel et le structurel aussi. Oui, voilà. J'ai montré certains mélanges. Bien sûr, on peut mélanger fonctionnel, structurel. On peut faire un mélange à 3, ce que je vous déconseille. Plus on mélange, pire c'est. Mais il y a des schèmes que vous pouvez mélanger, il y en a d'autres que vous ne pouvez pas. Il y a des schèmes que vous pouvez mélanger et il y en a d'autres que vous ne pouvez pas mélanger. C'est tout ce que je veux dire. You can make a mix with some schemes, but with other schemes you can't do it. So it's possible to make a mix between a causalist scheme with a functional scheme, with a structural scheme, but not with a dialectic scheme or an hermeneutic scheme, but you can make a mix between an actantial scheme and an hermeneutic scheme, etc., etc. D'accord? Donc, à vous de choisir le schème d'explication qui est le vôtre, qui dépend de la question. Le schème et le mode de raisonnement dépendent de la question que vous allez poser. J'ai des schèmes que j'aime, d'autres pas, mais ça ne concerne que moi. J'ai des schèmes que j'aime utiliser, et d'autres pas, mais ça ne concerne que moi. Et d'ailleurs, je ne vais pas condamner ceux qui utilisent d'autres schèmes. Heureusement pour lui qui a utilisé un schème causaliste, que je déteste. Ben oui. C'est pas parce qu'il a utilisé un schème causaliste que je vais dire que c'est nul. Par contre, l'inverse est souvent vrai. Ceux qui sont tenants des schèmes causalistes, ils disent que les autres sont nuls. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Il y a un lien aussi entre l'épistémologie et c'est la partie méthodologie de l'épistémologie. L'épistémologie, je vous rappelle, c'est 3 composantes. An epistemology is made with 3 constituents. La gnoséologie, gnosis, quel est le savoir que je crée? What is the knowledge I shall create? La dimension méthodologique, la logique de la méthode. Méthodologie, c'est... Alors, le suffixe logos, discours sur la logique de la méthode. Idéologie, discours sur la logique des idées. Technologie, discours sur la logique des techniques. Du moins en français et en Europe continentale. Parce que les Américains, quand ils disent technologie, eux, ils pensent les techniques. Ça veut dire que nous, Français, nous créons l'école polytechnique, quand les Américains, eux, créent sa sœur, qui est le Massachusetts Institute of Technology. D'accord? Par contre, entre guillemets, quand les Américains disent technique, pour nous, c'est un protocole, 1, je fais ci, 2, je fais ça, 3, je fais ça. Donc, il faut se méfier de l'usage des mots. Alors, en plus, entre l'anglais et l'américain, alors là, c'est terrible. Merci. Je comprends peu l'américain. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Alors, je vais vous dire, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était free will, le libre arbitre. Le free will aux États-Unis, c'est fondamental. Si je le traduis par libre arbitre, je perds toute la richesse. D'ailleurs, alors, puisque souvent vous mettez en avant la théorie de l'agence, en fait, la notion d'agency
est une création de la sociologie américaine du début des années 50, Talcott Parsons principalement, qui lui va parler de système au lieu de parler d'agence. La caractéristique de l'agence, pourquoi c'est un concept fort, c'est que c'est récursif. Vous pouvez, au nom de l'agence, regarder comment nous fonctionnons, ou comment fonctionne BSI, ou comment fonctionne le Luxembourg. Il y a un effet zoom, donc c'est puissant quand vous avez un outil conceptuel de ce genre. Mais l'agence, dans la culture américaine, c'est une trilogie. 3 choses. Alors, trilogie, c'est indissociable. Délégation, contrôle, libre arbitre. Ça veut dire, en d'autres termes, l'importance du libre arbitre est majeure dans la façon dont nous déclarons la déclaration et le contrôle. Et vous voyez que pour des raisons de construction théorique, Jensen et Meckling coupent le libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre, puisque le seul libre arbitre chez Jensen et Meckling, c'est suivre ses intérêts. D'accord ? Or, la notion de libre arbitre, c'est constitutif de la Révolution américaine et de la société américaine, le libre free will. Libre arbitre, free will. Libre arbitre is free will. Et donc, l'agence, c'est une trilogie, délégation, contrôle, libre arbitre. C'est ce qui fait toute la force du concept. Qui fait toute la force du concept. Alors, she has raised the question during the interruption, and the question was related with is management a social science? You see? Because she was speaking about economics when I was speaking about social science. And she was arguing that I was discussing in terms of social science and not in terms of economics. Alors maintenant, je vais reprendre les choses en main en disant, d'un point de vue épistémologique, vous avez plusieurs manières de classer les sciences. Vous avez le classement le plus évident qui est sciences exactes, sciences humaines. Et dans les sciences humaines, l'essentiel des sciences humaines sont des sciences sociales parce qu'il existe des sciences humaines qui ne sont pas sociales, la psychologie. La caractéristique, puisque l'objet de la psychologie, c'est l'individu. La caractéristique des sciences humaines, c'est qu'elles ont toujours des problèmes de frontières. La psychologie sociale, la sociologie des organisations. Toujours des problèmes de frontières, d'accord ? Et parmi ces sciences sociales, vous en avez qui se définissent par leur objet, qui lui-même n'est pas défini. Quel est l'objet de la sociologie? C'est l'étude de la société. Qu'est-ce que la société? Ne me répondez pas à ma question. Les sciences de gestion, l'objet des sciences de gestion, c'est l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation? Je ne répondrai pas à la question. D'accord? Ça veut dire que ce sont des sciences sociales qui sont définies par leur objet, qui lui-même n'est pas défini. Et puis vous avez des sciences sociales qui sont définies par leur méthode. Alors j'exagère, hein, l'histoire, la méthode historique, et l'économie, sachant que l'économie d'aujourd'hui se caractérise par sa méthode, qui est l'économétrie. D'accord? Tout ce monde-là vit ensemble dans les sciences sociales. Méthode et épistémologie circulent d'une science à l'autre. Et donc, le mainstream américain, puisque c'est le lieu où le plus de concepts de gestion ont été forgés, le mainstream contemporain, parce que ce n'était pas celui d'origine, donc on va dire à partir de 1980-90, plutôt 90, va se référer aux catégories économiques, ce qui n'était pas le cas avant. Si vous lisez Chester Barnard, alors là, les raisonnements microéconomiques, aucun intérêt, d'accord? Donc, vous avez des disciplines qui se frottent de façon différente dans le temps. Et donc, aux États-Unis, les sciences de gestion se sont frottées à l'économie entre 1990 et 2010. C'est pour ça que nous avons la représentation d'une science de gestion qui sont redevables des sciences économiques, qui elles-mêmes, quand elles se sont frottées, étaient une économie qui se définissait par sa méthode, c'est-à-dire l'économétrie. Vous voyez la façon dont je le dis? C'est la raison pour laquelle nous avons été fascinés par une approche économique des organisations.
sans compter que nos collègues économistes ont, toujours problème de frontières, fait de l'Organization Economics. Bonjour l'angoisse. Sur ce qu'il... D'accord. Deuxième manière de voir, ben oui, parce que la différence entre sciences exactes et sciences humaines laisse deux disciplines majeures sans classement possible. Les mathématiques, vous classez ça dans quoi? Non, ce n'est pas exact. Au début du XXe siècle, vous avez une analyse de tout ce qui avait été fait en mathématiques et ce qui semblait le plus ahurissant. Et la création mathématique la plus ahurissante, qualifiée comme telle au début du XXe siècle, c'était l'algèbre de Boole. D'accord? Ça veut dire, entre guillemets, les mathématiques vivent leur vie sans perspective d'utilité. Sans aucune perspective d'utilité. D'accord? Nous, après, nous nous saisissons, alors l'économétrie principalement de catégories statistiques, ce qui m'a amené à dire, une fois ça m'énervait, qu'est-ce qu'un économiste? C'est un mathématicien raté, et qu'est-ce qu'un gestionnaire? C'est un économiste raté. Ok. So, a specialist in management is an economist who failed, and an economist is a mathematician who failed. Donc, dans la différence entre sciences, parce que c'est pas les mathématiques, c'est pas exact, hein, puisque on peut créer autant de maths qu'on veut. Hein, donc, et la philosophie, vous classez ça dans quoi? C'est pas une science humaine, puisque en définitive, non. Aujourd'hui, il y a une imprégnation de la philosophie par les sciences sociales. Mais les concepts de philosophie n'ont rien à voir avec quelque science sociale que ce soit. La philosophie n'est pas une science, la philosophie. C'est la raison pour laquelle vous avez un autre classement qui distingue. Le tiers-monde, les classes là-bas. Non, enfin, le système universitaire s'est construit sur la dualité entre sciences exactes et sciences sociales. Ah oui. La philosophie. Alors, vous avez un autre classement entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées, et les sciences de l'action. Voilà, les sciences fondamentales et les sciences de l'action. Et à ce moment-là, vous mettez mathématiques et philosophie dans les sciences fondamentales. Et quand vous avez une discipline comme la chimie, vous avez une partie de la chimie qui relève des sciences fondamentales et une partie de la chimie qui relève des sciences appliquées. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans une école d'ingénieurs en chimie, vous faites des mathématiques, mais que pour la chimie, qui sont des maths bizarres, hein, puisque ce sont que des mathématiques reliées à la chimie. Voilà, pour prendre cet exemple. Les sciences de gestion ont comme caractéristique, hein, alors dans les sciences de l'action, vous avez deux manières, hein, celles qui est apparues en premier, qui sont les sciences de l'ingénieur, et puis celles qui sont apparues ensuite, que nous, en français, nous appelons les sciences de gestion. Les sciences de l'ingénieur, puis nous, ensuite, nous appelons ça les sciences de gestion. Alors, la caractéristique de cette différence entre sciences fondamentales et sciences de gestion, c'est que la philosophie et les mathématiques ont une place dans les sciences fondamentales, pas dans les sciences de l'action. Et les mathématiques ont une place dans les sciences, matières, disciplines fondamentales, pas dans les disciplines de l'action. D'accord ? Et même les mathématiques, ils sont... Alors, les statistiques, c'est un morceau de maths, d'accord ? C'est mathématiques appliquées, donc elles sont dans les sciences de l'action. D'accord? C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'un économiste? C'est un mathématicien raté. J'exagère. Les sciences exactes. C'est pas les sciences les maths ne font pas partie. C'est pas les sciences exactes. Ben, tout sauf les sciences humaines. C'est tout sauf les sciences humaines. Mais les mathématiques, c'est pas une science exacte. Les mathématiciens nous racontent des histoires. Oui, théorème, postulat et compagnie, on ne peut pas faire pire. D'accord? On ne peut pas faire pire. Ça veut dire, les mathématiciens, quand ils écrivent sur eux-mêmes, expliquent que ce qu'ils font ne sert à rien.
Ils n'ont aucune visée utilitaire. Justement, on parle des mathématiques appliquées. Si je reviens, je donne l'exemple De l'algèbre de Boole. Non, je donne carrément un exemple dans les sciences économiques ou sciences de gestion. Maintenant, on parle de big data, on parle de l'intelligence artificielle. Reculons sur la base de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des mathématiques. Parce que Ford, l'algorithme de Ford, c'est des mathématiques. La recherche opérationnelle, c'est des mathématiques. Donc, tout ce qui est Fourier, tout ça, Laplace, c'est des mathématiques. C'est ça la base de l'intelligence artificielle. Il y a de la robotique aussi à l'intérieur. Donc, les mathématiques, ils ne servent à rien. C'est la base de toutes les sciences et du modèle. Tout simplement, moi j'ai lu un article sur les gens qui écrivent des articles dans sciences de gestion. Il y a une dizaine d'années, les gens regardaient toujours tout droit. Ne regardaient pas ce qu'ils écrivaient les autres. D'accord? Maintenant, une décennie après, les gens maintenant commencent à critiquer ce que les autres ont écrit. D'accord? Et là, d'où l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on met des modèles mathématiques. Et ça, c'est pour cela d'ailleurs, je reviens à la formation d'IBA, que ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre de l'importance par rapport au PhD. Pourquoi ça, PhD? C'est de la théorie pure, d'accord? Mais le DBA, c'est des gens, c'est des mathématiciens, c'est des professionnels comme nous. La majorité, c'est des ingénieurs, d'accord? Mais qui essaient de concevoir des modèles appliqués à leur domaine, exactement, à la gestion. Je vais reprendre deux choses. La première, la réponse que vous allez m'apporter n'importe peu en termes de jugement de valeur. Hein. Êtes-vous pour ou contre les OGM? Donc, si vous me dites oui, si vous me dites non, alors que je ne suis pas d'accord, je vais... Êtes-vous pour ou contre les OGM? Qu'est-ce que vous entendez par OGM? Organismes génétiquement modifiés. Modified, genetically modified organism. Yes. Can you count them? What was the question? Are you in favor or against? Against. Voilà. C'est quoi un OGM? Qu'est-ce qu'un OGM? Oui, vous pouvez m'expliquer? Ça veut dire que nous avons une opinion sur quelque chose que nous ne connaissons pas. Donc, intelligence artificielle, big data, nous avons une opinion sur quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est très important, ça. Donc, on ne travaille sur ces objets qu'en termes de représentation. C'est pour ça que vous soyez pour ou contre, ce n'était pas grave. Simplement que nous avons une opinion sur quelque chose que nous ne connaissons pas. Et ça joue un rôle très important. Nous, Européens, nous sommes contre les OGM d'origine végétale. Et donc, maïs transgénique, oh, quelle horreur. Par contre, nous n'avons aucun problème sur les manipulations génétiques. Donc, il y a une énorme recherche, principalement médicale, en génie génétique. Aux États-Unis, aucun problème sur les OGM végétaux. Donc, maïs transgénique, etc., aucun problème. On fait du Coca-Cola avec du maïs, pas de difficulté. Par contre, les conseils d'administration de beaucoup d'universités ont des intégristes chrétiens qui interdisent la recherche sur le génie de type génie génétique. Ce qui veut dire que nous sommes sur deux pays, deux continents du Nord, l'un où vous avez une recherche sur les OGM végétaux qui se développent, hein, et produit des choses, et un autre, nous, qui est un continent sur lequel le génie génétique se développe. Parce que c'est la troisième caractéristique d'une axiologie, d'une épistémologie, c'est l'axiologie. Dans l'axiologie, vous avez deux composantes. La composante logique stricto sensu, c'est ce que j'ai fait avec dualisme, etc. Donc ça, c'est de l'axiologie. Hein, et donc le raisonnement causaliste relève d'une axiologie extrêmement précise. Hein. Et puis, on a une axiologie politique et morale. Nous avons la chance, et c'est souvent le cas dans les sciences sociales, de maîtriser l'arène du jugement. C'est quoi une bonne entreprise? Il n'y a pas de secret. Hein. Qu'est-ce qu'une bonne entreprise, que vous le qualifiez? Ce qu'est une bonne entreprise? What is a good company?
entreprise performante. Ok, c'est un mot valise. C'est une entreprise performante, mais maintenant que c'est la performance. Oui, oui, ok. Allez, on continue. Voilà, elle fait le bénéfice et le signe que ça tourne bien. What is a good company? In a broad sense, it is. That's right. Ça veut dire que nous maîtrisons la reine du jugement. Nous maîtrisons la reine du jugement. Mais ce critère actionnarial est dépassé, la valeur actionnariale est dépassée. Non, non, mais là on n'est pas sur la valeur actionnariale. C'est la société qui commence à nous dire bon, vous êtes en train de faire tout chauffer. Hein, vous gagnez de l'argent, mais vous êtes en train de tout chauffer. C'est-à-dire, à la fois nous, comme profs de gestion, nous, comme travailleurs, enfin, personnes travaillant dans les entreprises, ben, nous sommes en même temps dans la société. Hein, ceux qui, parmi vous, et ça nous arrive, ont eu leur maison détruite par un ouragan, ont eu trop chaud pendant 5 semaines, bon, ça nous choque, d'accord? Donc, c'est là que cette axiologie, la partie morale de notre axiologie, est en train de nous échapper. Mais évidemment, on fait tout pour la conserver, ce qui est normal, d'accord? Ah, malgré tout, une entreprise qui tourne, c'est une entreprise qui crée la valeur pour les clients. D'accord? OK? Par contre, vous voyez que pour les OGM, la biologie, ils ne maîtrisent pas la reine de leur jugement. C'est nous qui jugeons pour eux. Vous imaginez un ministre aux États-Unis disant « Ah, ça y est, on va faire du génie génétique et des manipulations génétiques. » Et puis, en France, un ministre disant « Ah, on va développer la recherche sur les OGM. » Même la recherche sur les OGM est impossible en France ou en Allemagne. En Allemagne, c'est encore pire. D'accord? Donc, vous voyez bien que les recherches, le développement de dimensions, de disciplines scientifiques dépend de l'axiologie morale et politique, qui est une partie de son épistémologie. L'axiologie morale et politique. Eh oui. Et là, bien qu'américaine, a good company, we had in a way the same answer. Oh, beaucoup de compagnies, bon, ça peut faire... OK. La seule chose qui est très intéressante aujourd'hui, c'est que nous vivons historiquement un moment où vraisemblablement, on est en train de vivre le début du moment où cette axiologie morale et politique est en train de nous échapper. Vous voyez Donc, une épistémologie, c'est 3 choses. Gnoséologie, quel est le savoir concret? Gnoséologie, gnosis. Knowledge, gnosis. Méthodologie, quelle est la logique des méthodes qui servent à créer le savoir? Et axiologie, avec 2 axiologies, une axiologie stricte, quel est le raisonnement qu'on utilise, le schème, le raisonnement, et une axiologie morale et politique, quel est le jugement associé au savoir que nous créons. Et donc, on crée du savoir dans cet univers. On crée du savoir dans cet univers. Et en termes de méthodologie, vous voyez tout de suite que je suis sorti de ce qui se dit habituellement. Je n'ai pas parlé de positivisme, je n'ai pas parlé de constructivisme, j'ai parlé de schème et j'ai parlé de mode de raisonnement. J'ai parlé de schème et j'ai parlé de mode de raisonnement. Ça veut dire en d'autres termes, au regard de la question que vous posez, dans quel schème explicatif, compréhensif allez-vous vous situer et comment vous allez raisonner. Et comment vous allez raisonner. Est-ce que vous considérez qu'il y a du conflit dans la coopération? Est-ce que vous considérez qu'on résout le conflit par la coopération? Que la coopération, c'est ce qui empêche le développement du conflit. Et en fonction de la logique qui va être la vôtre, vous allez créer le savoir correspondant. Normalement, je dois vous libérer. Ça tombe bien.